et à tous. Donc, nous commençons cette première vidéo sur l'économie monétaire, hein, puisque on va avoir du mal à se voir en vrai pendant un certain temps. Donc, alors je ne sais plus exactement où on s'était arrêté la dernière fois. Donc, je vous propose de reprendre à partir du grand B sur définir la monnaie par ce qu'elle est, la question de la nature de la monnaie. Sachant que, effectivement, dans le grand A, on avait plutôt abordé la monnaie sous l'angle de ses fonctions, rappelez-vous, en essayant de définir la monnaie par ce qu'elle fait, par le rôle qu'elle a, les fonctions qu'elle remplit, comme l'ont fait un certain nombre d'économistes dans le passé. Et on a vu d'ailleurs que cette manière d'aborder les choses était, on va dire, assez insatisfaisante pour expliquer ce que c'est que la monnaie fondamentalement. Donc nous, on va commencer à voir ça, c'est-à-dire c'est quoi la nature de la monnaie, une approche un peu plus, on va dire, anthropologique ou voilà, sociologique, pourquoi pas, de ce que c'est que la monnaie. Alors, c'est vraiment très simplifié puisque en vrai, voilà, les approches anthropologiques de ce genre de sujet sont assez complexes. Donc voilà, c'est vraiment une version simplifiée que vous aurez, mais qui permet quand même de comprendre un certain nombre de choses. Alors comment ça va se passer, hein, je vous l'ai sûrement déjà dit. Donc ça, c'est le cours en fait, hein. C'est le cours tapé par moi. Et je vais lire le cours hein, en indiquant bien où est-ce que j'en suis. Et parfois, je vais faire des petits commentaires. Voilà, le but étant pour vous d'être sûr de ne pas passer à côté du sens de ce que j'ai voulu vous dire. Parfois, les tournures de phrases, il y a des mots, on peut ne pas forcément comprendre. Donc voilà, moi je vais essayer d'expliciter quand ça me paraît utile pour que vous soyez vraiment sûr d'avoir compris. Et donc vous, votre travail, ça va être de recopier le cours, naturellement, comme on l'aurait fait, voilà, comme on l'aurait fait comment dire, physiquement si on s'était vu, hein, et donc d'écouter pour être sûr que vous avez bien compris. Ok? Donc bah, c'est parti. Donc commençons par remettre en cause une théorie largement répandue, c'est-à-dire l'idée que les sociétés anciennes auraient d'abord eu recours au troc pour leurs échanges, et que par la suite, la monnaie serait apparue d'elle-même pour faciliter les échanges et uniquement dans ce but. Ok. Euh, les trois fonctions de la monnaie vues précédemment seraient la justification de son apparition. Donc ça, c'est une théorie qui a eu beaucoup de succès à une certaine époque. C'est de considérer qu'il y aurait eu deux temps dans l'histoire. Un temps ancien où il n'y a pas de monnaie, où les échanges sont restreints, et une sorte de modernité où la monnaie apparaît pour résoudre les problèmes posés par le troc. D'accord? Que la monnaie ne serait venue que pour résoudre ces problèmes. Et alors qu'il y avait déjà un développement des échanges qui était un petit peu ennuyé par les problèmes du troc qu'on a vu plus tôt, mais que la monnaie serait venue faciliter le travail des échanges. Bon, cette vision est largement fausse, d'accord? Anthropologiquement, des études ont montré que c'était pas du tout comme ça que ça s'était passé. Donc je reprends ici. En réalité, la monnaie n'apparaît pas parce qu'elle est un outil pratique pour les échanges, mais pour des raisons anthropologiques. Alors, anthropologique, ça veut dire qui concerne l'homme fondamentalement, quoi. La nature profonde, on va dire, de l'homme. Alors, quelles sont ces raisons anthropologiques? Pour essayer de le dire de manière ramassée, on dirait que l'être humain est avant tout un être social, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche le contact avec les autres de son espèce. D'accord? C'est pas un être solitaire. L'homme, il n'aime pas spécialement vivre seul, isolé. Il aime le contact avec ses congénères. C'est en cela qu'on dit que c'est un être social. Donc c'est un être social et d'autre part, c'est un être qui conçoit ses relations avec les autres. Ça veut dire que la façon qu'il se représente, le fait d'avoir des rapports avec les autres gens de son espèce, des relations avec eux, il conçoit ses relations avec les autres sur le mode de la réciprocité. Ça veut dire quoi la réciprocité? Ça veut dire que, on va le voir après, il voit ses relations avec les autres sous le mode de euh, un donné pour un rendu. D'accord? Un don contre don. Tu me rends un service, je te rendrai un autre service, je te renverrai l'ascenseur.
Vous voyez l'idée? C'est la réciprocité, donc des relations. Le contraire, ce serait des relations unilatérales où voilà, tout va toujours dans le même sens. Non, là, c'est la réciprocité, c'est il y a un échange et ça va dans les deux sens. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va prendre quelques exemples tout à fait triviaux et après, on verra jusqu'où ça nous emmène. Alors, prenons un exemple. Vous êtes absent à un cours et vous demandez pardon, à un camarade de vous prêter son cours pour rattraper la séance. D'accord? Attitude tout à fait normale pour un étudiant qui a été absent. Que va-t-il se passer? Bah, si l'étudiant, votre camarade, vous prête son cours, vous avez donc une sorte de dette envers ce camarade. Il vous a rendu un service. Mais vous, pour l'instant, vous ne l'avez pas encore rendu de service. Le jour où ce camarade, c'est ce camarade, sera lui-même absent et qu'il vous sollicitera, vous devrez lui prêter votre cours. Ou disons que vous aurez du mal à le lui refuser. D'accord? Puisque, précisément, il vous a rendu un service. Alors, vous voyez, c'est ça la réciprocité. C'est on nous a donné un truc et tant qu'on n'a pas renvoyé ou qu'on n'a pas rendu l'appareil, on est un petit peu en défaut. On est un petit peu dans une sorte d'infériorité. Et d'ailleurs, quand la personne vient, on ne peut pas trop refuser, quoi. Alors, ceci dit, ce n'est pas très coûteux de prêter son cours. Donc en général, on ne voit pas trop ça comme une obligation. C'est pas trop un problème de reprêter son cours. Alors, ça dépend, hein, quand c'est à la toute fin du semestre, hein, que votre camarade en question il n'est pas venu du semestre et qu'il veut tout récupérer sur vous, bon, parfois vous êtes un petit peu, bon, vous n'êtes pas forcément d'accord. Il faut vraiment qu'il vous ait rendu un service avant. Bon, alors imaginons un autre exemple où on va mieux comprendre la contrainte qui s'impose dans cette relation de réciprocité. Prenons un déménagement. Un ami vient vous aider à déménager, ce qui est un truc fatigant, hein, déménager, si ça vous est déjà arrivé. Ce sont de bons amis qui viennent vous aider à déménager. Ça aide d'ailleurs à savoir faire le tri entre les bons et les mauvais amis, hein. Il y a ceux qui viennent et ceux qui ne viennent pas. Alors, le jour où lui-même déménagera, eh bien, même si c'est très casse-pied, vous serez obligé d'aller l'aider. Vous serez obligé de lui renvoyer l'ascenseur, même si cela vous ennuie. Donc ça, c'est encore une obligation basée sur la réciprocité, fondée sur la réciprocité. Donc vous y êtes obligé. Donc là, bon, vous avez une dette envers lui, vous êtes obligé de l'honorer, quoi. Alors un autre exemple pour terminer, bon, je multiplie les exemples, c'est pas forcément bien, mais bon, allons-y quand même. Prenons l'exemple des mariages. Quand vous êtes invité à un mariage, là c'est vraiment encore plus compliqué, dans le sens où vous pouvez difficilement refuser de venir, sauf si vous avez une bonne raison. Mais vous ne pouvez pas dire au marié, non, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie de venir à votre mariage, je m'en fous. Donc non, vous êtes obligé d'accepter de venir au mariage, parce que bah voilà, c'est un honneur qui vous est fait de vous inviter. Mais en même temps, si vous n'êtes pas encore marié, si vous êtes célibataire, ça vous engage après à inviter en retour les personnes qui vous ont invité. D'accord? Et pourquoi pas le conjoint, alors s'ils viennent, ils ont peut-être un conjoint forcément et des enfants éventuellement. Donc lors de votre mariage, bah, ça occasionne une dépense supplémentaire d'inviter ce couple-là avec leurs enfants, c'est des repas en plus, qui pourquoi un logement s'il reste dormir sur place, voilà. Donc ça, c'est voilà, vous êtes obligé parce qu'on vous a invité avant. D'accord? C'est encore la réciprocité. Et vous ne pouvez pas refuser de les réinviter, sinon vous allez perdre la face, vous allez passer pour une personne sans honneur ou pour un gros radin, ce qui n'est pas agréable, comme vous pouvez l'imaginer. Ok, donc c'est ça la relation de réciprocité qui, quelque part, fonde les relations entre les humains. C'est un donné pour un rendu. Ok? Alors voyons voir maintenant le rapport avec la monnaie. Donc on comprend un peu mieux normalement ce qu'est la monnaie. Si vous regardez de plus près, ce n'est pas une marchandise, la monnaie. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas un objet. C'est pas comme là l'exemple des monnaies marchandises, sel, blé, cigarettes qu'on a pu aborder. C'est pas vraiment ça, c'est pas un objet la monnaie. Ce n'est pas un objet, c'est pas non plus des billets, c'est pas les pièces non plus. Ce n'est pas non plus une écriture comptable. Un virement, paiement par CB, ça n'est pas une chose la monnaie. C'est avant tout une relation sociale hiérarchique. Et ça, c'est le plus compliqué à saisir. C'est que la monnaie, c'est pas un objet, c'est plutôt un truc qui instaure une relation sociale entre deux personnes, une relation sociale hiérarchique.
Cette relation sociale, elle comporte trois choses, trois éléments. D'une part, donc une relation sociale voilà, monétaire, hein, une relation monétaire, c'est une relation sociale hiérarchique qui a trois éléments. On trouve toujours, d'une part, un débiteur, c'est-à-dire une personne qui doit quelque chose à quelqu'un, d'accord? On appelle ça un débiteur. Quand vous êtes endetté auprès de quelqu'un, vous êtes son débiteur. Ensuite, il y a un deuxième agent, c'est le créancier. C'est la personne à qui l'on doit quelque chose. Cette personne, on dit qu'elle a une créance sur vous, le débiteur. D'accord? Ok. Un débiteur, un créancier, et enfin, une obligation morale de rembourser sa dette qui engage l'honneur du débiteur. Ok? Il y a quelqu'un qui doit quelque chose à quelqu'un d'autre, et tant qu'il n'a pas remboursé sa dette, eh bien, il est dans une forme de déshonneur, il est dans une forme d'infériorité sociale, et il a l'obligation morale de se dépêcher de rembourser s'il ne veut pas déchoir, s'il ne veut pas perdre la face, s'il ne veut pas perdre son honneur. Voilà. Alors la perte d'honneur, ça peut être plus ou moins douloureux si vous voulez. Mais bon, quand quelqu'un vous prête de l'argent, par exemple, et que vous ne le remboursez pas, ou un petit montant, par exemple, vous voyez, vous prêtez 10 euros à quelqu'un, la personne ne vous les rend pas, vous n'allez pas aller lui courir après, évidemment. Vous n'êtes pas à ce point-là. Mais ça fait mauvais genre, quoi. C'est pas très bon. Et ça se saura que tel camarade ou telle personne, c'est plutôt un radin, c'est plutôt une pince, et qui veut pas, et qui rembourse pas trop ses dettes, quoi. Donc la personne a une obligation morale de rembourser. Ok? Donc la monnaie, c'est pas un objet, c'est une relation sociale qui comporte ces trois éléments. La personne qui doit quelque chose, c'est ce que je dis, hein, est placée dans une position d'infériorité sociale tant qu'elle n'a pas honoré sa dette. D'ailleurs, vous remarquerez, on dit honorer sa dette. C'est bien le fait que une relation monétaire a trait à la question de l'honneur. Le créancier est quant à lui dans une position de supériorité et bénéficie d'un plus grand honneur. Il est celui qui a prêté. D'accord? Donc celui qui prête, c'est toujours celui qui est socialement au-dessus. Ok? Donc c'est bien hiérarchique. Hiérarchique, ça veut dire il y a un dominant, il y a un dominé, il y a un haut, il y a un bas. Il y a quelqu'un qui est en supériorité en matière d'honneur, d'autres dans une infériorité. Ok? Donc c'est bien une relation pardon, hiérarchique. C'est pour cette raison que la monnaie existe, en fait. C'est parce qu'il y a dans la nature humaine, et là c'est là le cœur du sujet, il y a dans la nature humaine la volonté de protéger son honneur, d'éviter de perdre la face. C'est parce que les hommes, au fond d'eux, depuis on va dire longtemps, ils ont à cœur de protéger leur honneur, de défendre leur honneur, qu'ils remboursent leurs dettes, qu'ils honorent leurs dettes de toutes les natures. Ça peut être des dettes monétaires, mais ça peut être d'autres formes de dettes, plutôt on dirait symboliques, c'est-à-dire en termes d'honneur, en termes de sens, en termes d'image. On va en parler juste après. Donc cette relation de réciprocité qui caractérise la monnaie, a notamment été mise au jour par les travaux anthropologiques de Marcel Mauss. Donc Marcel Mauss, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le neveu de Émile Durkheim, un sociologue français que vous avez peut-être déjà croisé si vous avez fait des études d'anthropologie, de sociologie ou en filière ES, si vous avez fait ES. Enfin en tout cas l'aspect SES désormais. Donc, alors que nous apprend Marcel Mauss? Et on va aller jusqu'à ça et après on fera une pause, on fera une autre vidéo. Donc Marcel Mauss, dans son livre Essai sur le don, donc qui paraît au début du XXe siècle, il étudie un rituel pratiqué chez les Amérindiens, donc c'est-à-dire les Indiens d'Amérique. Ce rituel, ça s'appelle le potlatch. D'accord? Potlatch. Il s'agit en fait d'une cérémonie qui constitue une sorte de défi ostentatoire. C'est quoi un défi ostentatoire? Ostentatoire, ça veut dire qui a envie d'être vu, qui veut se montrer. D'accord? Donc un défi ostentatoire, on parle aussi de rituel agonistique. Ça veut dire que c'est un rituel qui impose une sorte de concurrence entre les agents, entre les acteurs qui en font partie. Donc défi ostentatoire, rituel agonistique. En quoi ça consiste? On a plusieurs tribus amérindiennes qui sont invitées par le chef d'une autre tribu. D'accord? Donc vous imaginez une tribu amérindienne, il y a le chef qui dit, bon, on va inviter d'autres tribus, d'accord? Qui sont d'ailleurs des tribus concurrentes de la sienne. Ce pas forcément des amis. Donc il invite des tribus, d'autres tribus, pour une grande fête, au cours de laquelle le chef va distribuer ses richesses
aux autres tribus. D'accord? Donc ça veut dire qu'en gros, c'est un grand étalage des richesses de la tribu et il va en donner à toutes les autres tribus, dans une espèce de rituel comme ça. Il va même détruire les richesses sous leurs yeux. Une espèce de démonstration comme ça de force de sa puissance. Donc cette cérémonie constitue une démonstration de puissance de la tribu qui invite, d'accord? Donc la tribu qui invite, elle fait ça. Elle monte ses richesses, elle les détruit, elle les donne à tout le monde. Bah, on flambe, d'accord? On flambe les richesses, on pourrait dire. Euh, et du coup, ça place les autres tribus qui sont invitées dans l'obligation, c'est là que ça rejoint notre propos, ça place les autres tribus dans l'obligation de les inviter par la suite pour un autre potlatch. D'accord? Mais là, c'est les autres tribus qui invitent. Et que va-t-il se passer? Si c'est elles qui invitent, ces tribus auront l'obligation de distribuer ou de détruire encore plus de richesses que ça n'a été fait dans le potlatch actuel. D'accord? Donc je répète, hein, on organise un potlatch, les tribus invitées sont obligées de renvoyer l'invitation ultérieurement pour un autre potlatch organisé par elles où elles vont devoir distribuer et détruire encore plus de richesses que la fois précédente, si elles veulent garder leur honneur. La tribu qui est incapable de rendre l'invitation se voit perdre tout honneur. D'accord? La tribu qui est incapable de réinviter tout le monde pour flamber encore plus de richesses, pour détruire encore plus de richesses, pour voilà, faire preuve comment dire, de générosité envers tout le monde, si elle n'est pas capable, parce qu'elle n'est pas assez puissante, elle perd tout honneur aux yeux de toutes les autres tribus. Elle déchoit. Enfin, elle est en position voilà, d'échec par rapport à toutes les autres tribus. Le rituel du potlatch met donc en œuvre une relation monétaire. D'accord? Si on reprend les trois éléments vus précédemment, il n'y a pas vraiment d'argent dans cette histoire. Alors, il y a des histoires de richesse, voilà, de nourriture probablement, d'objets précieux, bon, mais c'est pas vraiment de la monnaie, c'est des objets, c'est des marchandises. Par contre, la relation qui s'instaure entre les tribus est bien une relation proprement monétaire, parce qu'elle cumule les trois éléments vus précédemment. On a un débiteur, c'est là où les tribus qui sont invitées au potlatch. On a un créancier, c'est la tribu qui invite et qui fait étalage de sa richesse, qui a invité tout le monde, donc ça, et qui du coup est au-dessus en termes de prestige et d'honneur, parce que c'est elle qui invite. Donc elle a la position du créancier. Et on a bien l'obligation fondée sur l'honneur, l'obligation alors morale, on ne sait pas si c'est une question de moralité, mais au moins une question d'honneur, une obligation fondée sur l'honneur euh, de rembourser sa dette en invitant la tribu à son tour. D'accord? Donc en fait, les premières réflexions monétaires sur l'origine profonde de la monnaie commencent avec l'analyse de Marcel Mauss et de ce potlatch. Alors on trouve des équivalents dans d'autres travaux anthropologiques. Pour conclure sur ce point, on peut dire que la monnaie que nous utilisons aujourd'hui est une manière très précise de comptabiliser les relations de dette qui unissent les individus, et donc de construire une certaine hiérarchie sociale au sein de la société. Au final, détenir de la monnaie, c'est détenir une créance sur n'importe qui. Voilà, c'est ça. On peut dire que la monnaie, c'est une comptabilité très précise de qui doit combien à qui, et donc qui, en termes d'honneur, est au-dessus de qui. Qui est dans une position d'infériorité parce qu'il est endetté par rapport à qui. D'accord? Donc la monnaie est bien quelque chose d'éminemment social dans cette vision des choses. Ce serait ça, du coup, la nature profonde de la monnaie, d'être cette relation sociale hiérarchique. Donc, je mets pause avant de passer au petit 2. A tout de suite.